de la fonction exocrine du rein. Le rein a une fonction exocrine, la fabrication de l'urine, mais a aussi une fonction endocrine, parce que synthétisant certaines hormones et d'autres substances qui sont déversées directement dans le sang. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la fonction exocrine. Les principales fonctions du rein peuvent être résumées de la manière suivante. Maintien du volume et de la composition ionique des liquides de l'organisme, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Excrétion des déchets métaboliques terminaux, en d'autres termes, ce sont des déchets qui sont issus du métabolisme interne du corps. Terminaux, ce sont des produits qui sont fabriqués par la suite et qui sont récupérés par le rein. Le rein joue aussi un rôle dans la détoxification et élimination des toxines, médicaments et de leur métabolique. En d'autres termes, c'est pourquoi je vous dis que quand quelqu'un a un dysfonctionnement rénal, son sang devient sale. En d'autres termes, les toxines ne sont pas éliminées. Si aussi l'individu a des problèmes d'insuffisance rénale, cela veut dire que les médicaments qui sont pris génèrent des métaboliques. Il n'y a aucun médicament qui est inoffensif. Les résidus de ces médicaments doivent aussi être gérés par les reins. La preuve, quand vous prenez des antibiotiques de couleur bleue, vos urines deviennent bleues. De couleur rouge, pareil. Parce que les reins doivent gérer l'élimination des résidus des médicaments. La régulation endocrine des volumes extracellulaires et de la pression artérielle. Contrôle endocrine de la masse érythrocytaire. Contrôle endocrine de la masse érythrocytaire. En d'autres termes, les érythrocytes sont les hématies, mais des jeunes hématies qui sont issus de la moelle osseuse et qui comportent des noyaux. On ne doit pas avoir trop de globules rouges. On ne doit pas aussi manquer de globules rouges. Dans cette fourchette normale, la masse érythrocytaire est contrôlée par le rein. En d'autres termes, le rein a une action sur la fabrication de ces érythrocytes. Fabrication qu'on appelle l'hématopoïèse et qui part de la moelle osseuse. Mais quand vous êtes anémié aussi, quand vous avez des problèmes, il y a un autre organe qui peut aider à la fabrication des globules rouges, c'est la rate. La rate, quand vous riez par exemple, vous dilatez votre rate et cela augmente la production de globules rouges. C'est pourquoi les gens qui sont heureux sont souvent en bonne santé. Maintenant, si vous renfrognez votre visage, vous ne voulez jamais... Ça passe pas. Maintenant aussi, si vous riez alors que vous n'en avez pas envie, ça ne marche pas. Dans tous les cas. Contrôle endocrine du métabolisme minéral, catabolisme des protéines de petits poids moléculaires, interconversion métabolique. En d'autres termes, le rein aide aussi à la néoglycogénèse. D'accord? C'est-à-dire du stockage du sucre au niveau du foie, le métabolisme lipidique. En d'autres termes, les gens qui ont un rein qui fonctionne correctement, quand vous faites un peu de sport, quand vous bougez, le rein aide à dissoudre le surplus de lipides, la masse graisseuse. D'accord? Mais pourquoi quand vous faites du sport, vous perdez du poids? Ce que vous perdez en fait, c'est de la graisse. Vous ne perdez pas les muscles. Les muscles sont là, mais la graisse est perdue. Et au-delà de la graisse, si on continue par exemple à ne pas manger ou à faire du sport, ce sont les protéines qui sont attaquées. Et c'est pourquoi durant le mois de Ramadan, au début on tient, le carême ça commence, il y a des gens qui souffrent déjà, nos amis chrétiens, et au début on tient parce que le corps utilise les réserves graisseuses pour se faire de l'énergie. Mais lorsque la graisse va disparaître,
ça va s'attaquer à la protéine. Et ça tend vers des maladies. Dès qu'on s'attaque aux protéines, ce sont des maladies qui s'installent. D'accord? Et le rein joue aussi un rôle dans la synthèse de facteurs de croissance, IGF-1, EGF, ces facteurs de croissance, peut-être qu'on en reparlera rapidement, c'est ceux qui sont maintenant synthétisés et qui sont utilisés pour grandir vite. Et un célèbre joueur, Messi, en prenait des facteurs de croissance pour grandir. Alors que grandir est très souvent un facteur génétique. Dans une même famille, vous pouvez voir des gens qui sont de petite taille, même père, même mère, et des gens qui sont de grande taille. Cette différence provient de la ségrégation des gamètes lors de la mitose réductionnelle. Lorsqu'on fabrique les spermatozoïdes et l'ovule, c'est en ce moment-là, excuserez, de toute façon, vous êtes obligé d'être contaminé. Donc restez devant moi. Bien, mettez des masques. Alors, ce qui me manque, c'est un café. C'est comme ça, le matin, voilà. C'est comme ça. Donc il y a des gens qui sont heureux pour autre chose. Moi, ce qui me rend heureux, c'est d'avoir du café. Voilà. Donc, synthèse de facteurs de croissance, je n'ai pas dit, vous avez 32 ans, 40 ans, vous allez prendre des facteurs de croissance pour grandir. Ça ne marche pas. D'accord? Le premier facteur pour grandir normalement, c'est le lait maternel. Colostrum, ce qui sort d'abord en premier du sein. Et c'est pourquoi l'OMS a préconisé l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. C'est ça qui fait grandir. Il y a tout là-dedans, tout. Tout ce dont on a besoin. Ça se trouve dans ce lait-là. Et dosé en bonne quantité. Les gens qui élèvent des moutons savent que les moutons qui ne têtent pas, quand ils viennent de naître, ont des problèmes de croissance par rapport aux autres qui têtent bien. Donc il faut bien têter. Les bébés, je dis, hein, d'accord? On va aborder la fonction exocrine, c'est-à-dire la fabrication. Mais aujourd'hui, je n'ai pas déconné, quoi, d'accord? La fonction exocrine du rein, c'est la formation de l'urine. Alors là, j'ai besoin de votre attention. Une petite introduction d'abord. Le rein assure le maintien des volumes des fluides de l'organisme. Le maintien des volumes des fluides. Un fluide, ce n'est pas simplement de l'eau. D'accord? Eau et compartiment hydrique, du bilan, c'est-à-dire la quantité, et de la composition ionique d'un grand nombre d'ions mono et divalents. Cette fonction, dite homéostasique, est assurée par ultrafiltration glomérulaire et modification tubulaire. On est dans la fabrication de l'urine. Déjà, à la fin de cette introduction, il y a 2 étapes. La première, c'est la filtration glomérulaire. La deuxième, c'est les transformations tubulaires, que nous allons détailler. L'ultrafiltration. La ultrafiltration, on aurait pu dire la filtration. Dès qu'on exagère en parlant d'ultrafiltration, c'est parce qu'il y a cette complexification, j'y reviendrai tout de suite, de l'artériole afférent qui, rentrant dans la capsule de Bowman, se complexifie pour augmenter sa surface de contact. Donc c'est une sorte de tamis. D'accord? Ultrafiltration, c'est un tamis dont les mailles sont très fines, qui va donc laisser les petites molécules
et qui va retenir les grosses molécules, parmi lesquelles vous avez les hématies, c'est des cellules carrément, mais vous avez aussi des protéines dont le poids moléculaire est supérieur à 44 000 Dalton. Donc ultrafiltration. C'est un mécanisme par lequel une partie du plasma est transformée en urine primaire au niveau du glomérule rénal. Certaines substances dont le poids moléculaire dépasse 44 000 Dalton ne se retrouvent pas dans l'urine. Ce sont les protéines et les lipides. Ce qui veut dire que par rapport à ces substances, la membrane glomérulaire joue un rôle de filtre sélectif. Le glomérule agit comme un ultrafiltre qui laisse passer uniquement les petites molécules. Alors, cela veut dire que dès que le sang arrive, l'artériole afférente, le sang arrive par l'artère rénale, après artère segmentaire, ainsi de suite, jusqu'à l'artériole afférente. C'est l'artériole afférente qui rentre dans la capsule de Bowman. Donc le sang arrive par là, et ce sang qui arrive ici est filtré. Ce qui est filtré, c'est de l'eau, donc il y a beaucoup d'eau. Vous avez aussi les petites molécules, celles dont on a besoin et celles dont on n'a pas besoin. Celles dont on a besoin, par exemple, les acides aminés, les sels minéraux, et ainsi de suite. Mais il y a peut-être des toxines, de petits poids moléculaires qui sont passés. Donc tout passe ici. Donc cette urine-là, on appelle l'urine primaire ou l'urine primitive, est en tout point identique au plasma, parce que c'est le plasma qui a été filtré, donc excepté les grosses molécules. Ces grosses molécules, les protéines, les lipides, doivent être récupérées par l'artériole efférente et remises dans la circulation générale. C'est bon? Au-delà de ça, l'urine va continuer. Cette urine dite primitive va continuer son chemin en passant dans les tubules maintenant. Les tubules. Et c'est dans les tubules que cette urine va subir des transformations. Transformations, il y a des choses qui étaient là, des substances, qui vont être récupérées. Récupérées et amenées où? Amenées dans la circulation sanguine. Il y a des choses qui vont être récupérées, ramenées dans la circulation sanguine, mais il y a aussi des éléments certainement nocifs qui sont fabriqués par les cellules tubulaires et remis dans l'urine. Donc on est en train, au fur et à mesure que cette urine progresse, on est en train de la modifier en y rajoutant des choses ou en y extirpant des choses. Et à la fin, à la dernière étape, lorsque cette urine aura passé l'ensemble des tubules, le tube contourné proximal, l'anse de M, le tube contourné distal, cette urine va être récupérée par le tube collecteur et déversée au niveau de ce qu'on appelle le petit calice. La composition de cette urine primitive est modifiée dans les tubes rénaux et adaptée aux besoins de l'organisme. Certaines substances sont présentes à la fois dans le plasma et dans l'urine, mais à des concentrations plus élevées dans cette dernière. Donc, dans le plasma et dans l'urine. On décortique cette phrase. Certaines substances sont présentes à la fois dans le plasma et dans l'urine. À la fois ici et là. On est d'accord? Alors, si on considère que ces substances ne sont pas synthétisées par les reins, les concentrations plus importantes dans l'urine ne peuvent se justifier que par la réabsorption d'eau. En d'autres termes, les substances sont plus concentrées là, c'est parce que l'eau qui a été filtrée a été
réabsorber de ce que les concentrations seront plus élevées dans l'urine. C'est le rôle de la réabsorption tubulaire. La réabsorption tubulaire. Pourquoi on n'a pas dit l'absorption tubulaire? Une réabsorption, parce que ces substances existaient déjà, d'accord, sont remises dans le sang. Réabsorption tubulaire. Et c'est pourquoi ces cellules-là ont des bordures en brosse pour récupérer ces substances, les faire transiter via des vacuoles. Et c'est pourquoi on vous avait dit qu'au niveau du pôle apical, vous avez des chondriochondries, des mitochondries en quelque sorte, formation de vacuoles, et ces substances vont être acheminées vers le sang. C'est le phénomène de réabsorption tubulaire. Lors de cette étape, la totalité de certains corps, tels que le glucose, et la plus grande partie d'autres corps, tels que l'eau, les électrolytes, les acides aminés, sont récupérés. Maintenant, il existe des substances qui sont présentes dans les urines, mais absentes dans le sang. Alors, ces substances qui sont présentes dans les urines, là, mais absentes au niveau du sang. Ces substances sont synthétisées par les cellules du tube urinaire et déversées dans l'urine. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, ça veut dire que ces substances ont été synthétisées par ces cellules, parce que ces substances n'existent pas là, dans le sang. Mais on les retrouve dans l'urine. Et s'ils n'existent pas dans le sang, elles n'ont pas été filtrées. Vous me suivez? Cela veut dire que si on les retrouve ici, elles ont été fabriquées par ces cellules et déversées dans l'urine. Ces substances sont synthétisées par les cellules du tube urinaire et déversées dans l'urine. D'autres substances sont synthétisées et déversées dans le sang. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Les cellules tubulaires pour fabriquer des substances qui déversent dans le sang. D'accord? Alors, ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la sécrétion tubulaire. Et cette sécrétion se fait au niveau du tube contourné distal. Le rein assure en outre l'excrétion des déchets métaboliques terminaux endogènes, tels que l'urée, la créatinine, l'acide urique, mais aussi l'élimination des toxines et médicaments. L'excrétion se fait au niveau du tube contourné distal. Donc attention, il y a une différence entre la sécrétion et l'excrétion. Maintenant, n'oubliez pas que nous sommes dans un processus de fabrication de l'urine. La première étape de ce processus, je vous en avais parlé, c'est la filtration glomérulaire. Nous allons détailler la filtration glomérulaire. En d'autres termes, on va rester là et on va regarder ce qui se passe ici, avant que l'urine ne passe dans les tubes. Nous allons tour à tour regarder comment se fait cette filtration glomérulaire, le mécanisme de la filtration glomérulaire. Ensuite, l'estimation de la filtration glomérulaire. Ensuite, la mesure de la filtration glomérulaire. Et enfin, la régulation de la filtration glomérulaire.
Toujours dans la filtration glomérulaire. La filtration et l'ultrafiltration à travers la paroi des capillaires glomérulaires, processus qui sépare l'eau plasmatique de ses constituants non protéiques qui entrent dans l'espace de Bowman, des cellules sanguines et des protéines qui restent dans la lumière capillaire. Les expériences de Richard et Werner sur le rein de batracien ont montré qu'environ 20% du débit plasmatique, capillaire, glomérulaire et ultrafiltré pour constituer. On a dit qu'environ 20% et là on a mis et ultrafiltré. Pourquoi? C'est pas sondé. 20% ça ne fait pas 20%. 0, donc c'est pas le pluriel. Le pluriel commence par 2. On ne dit pas sondé. Et un pourcentage, 20%. 20% c'est 0,2. Vous dites? Oui, environ 20%. Les 20% là n'atteignent pas 1, donc ça ne peut pas faire le pluriel. Non, non, c'est faux. En français, on dit, quand c'est un pourcentage, c'est et. On ne dit pas 50% sont. C'est un taux, un pourcentage. Attention, c'est du français. Et ultrafiltré pour constituer l'urine primitive qui est en tout point identique au plasma, excepté les grosses molécules. Le mécanisme de la filtration glomérulaire. Les liquides et les petites molécules, eau, sels minéraux, glucose, vitamines, urée, acide urique, acide aminé, diffusent simplement, un adverbe, diffusent simplement des capillaires glomérulaires vers l'espace capsulaire, en fonction des différences de pression entre ces deux milieux. Et ici, l'adverbe simplement est important. Pourquoi? Parce que je vous avais dit à l'anatomie que ces cellules-là sont dépourvues d'activité énergétique. Donc, la filtration est un phénomène de diffusion passive. Ça part de là, du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Maintenant, il y a des forces qui s'opposent. On va les détailler. Cette opération de filtration est passive et ne nécessite aucun apport énergétique de la part du glomérule, c'est-à-dire aucune consommation d'oxygène ou de composés énergétiques de type glucose. Pour que la filtration du plasma, sans les protéines et les lipides, s'effectue au niveau du glomérule, il faut que la pression sanguine dans les capillaires, maintenant c'est du sérieux, ça a toujours été du sérieux, mais c'est davantage plus sérieux. Il faut que la pression sanguine dans les capillaires, en d'autres termes, c'est cette pression-là, la pression dans les capillaires. Vous suivez? Cette pression, on l'appelle la pression hydrostatique intracapillaire. Il y a une autre force qui est assez similaire, ce n'est pas la même chose. Donc cette pression, c'est ce qu'on appelle la pression hydrostatique intracapillaire. Pression hydrostatique intracapillaire. Il faut que cette pression soit plus élevée que la somme. Quand on dit la somme, il y a d'autres pressions qu'on va sommer, additionner, que la somme de la pression hydrostatique intracapsulaire. Pression
hydrostatique intracapsulaire. Et quelle autre pression? Ce qu'on appelle la pression oncotique, c'est-à-dire la pression protéino-osmotique. La pression oncotique. Pour que la filtration puisse se faire, il faut que cette pression-là soit supérieure à la somme de ces deux pressions. Pourquoi? On va détailler. La pression hydrostatique intracapsulaire est faible et est de l'ordre de 10 mm de mercure. Donc la pression hydrostatique intracapsulaire est 10 mm de mercure. Elle est opposée à l'écoulement urinaire tout au long du néphron. La pression oncotique est évaluée environ à 30 mm de mercure. C'est bon jusque-là? Alors, la pression hydrostatique intracapillaire. Cette pression hydrostatique intracapillaire est égale à la pression aortique diminuée de la chute de pression due aux résistances qui s'opposent à l'écoulement du sang entre l'aorte et le glomérule. Sa valeur est de 75 mm de mercure. C'est important de s'attarder un peu sur cette pression. La phrase, je vous ai dit qu'en science, toutes les phrases ont leur importance. La pression hydrostatique intracapillaire, c'est-à-dire la pression qui est dans les capillaires, là, d'accord, dans l'artériole afférente. Cette pression dépend de la pression aortique. Mais si vous vous rappelez la loi de Poiseuille, vous savez très bien que plus un organe est éloigné du cœur, mais moins grande sera sa pression. Donc les glomérules sont éloignés du cœur. Donc en temps normal, lorsque l'individu n'a aucun problème, ni hypotension, ni hypertension, la pression aortique est environ de 120 mm de mercure. En ce moment-là, la pression au niveau de l'artériole afférente, au niveau des glomérules, cette pression est égale à 75 mm de mercure. Vous comprenez? Il suffisait que je vous donne la longueur, ou bien que je vous donne la constante, pour que vous puissiez, à partir de cette pression-là, vous puissiez revenir. Me trouver, je peux vous demander de me trouver la longueur qui se trouve entre la crosse aortique et le glomérule. Vous appliquez quelle formule? Poiseuille, oui, Poiseuille, comment? Delta P égale constante fois, si je vous donne la valeur de la constante, mais vous devez pouvoir me calculer la longueur. Comment? Répondez, vous n'aurez rien sorti ça à l'examen. Delta P, comment vous calculez delta P? C'est combien? 120 moins 75, c'est ça qui donne delta P. Si je vous donne la constante, vous calculez la longueur. Hein? Amenez vos calculatrices, d'accord? Ça dépend de ce que vous allez tirer à la fin.
J'ai pas encore fini. En tenant compte des valeurs, aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de vous endormir. Suivez. En tenant compte des valeurs de chacune de ces pressions, il ne peut y avoir filtration que si la pression sanguine dans les capillaires glomérulaires est supérieure ou égale à 40. D'où viennent les 40? La somme 10 plus 30. En d'autres termes, si vous avez une hypotension, ça c'est quelle musique? Ça ressemble pas du jazz, mais c'est du hip-hop. Oui. Tout est solide chez vous, quoi. Voilà, bon. Revenons à notre rein. Si vous avez une hypotension, cette valeur va descendre. On est d'accord? Et c'est pourquoi je vous disais tout le temps que les hypotendus ont du mal à uriner. Parce que si cette valeur-là descend, la pression hydrostatique intracapillaire va diminuer, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de fabrication d'urine. Parce que ces forces-là sont constantes. Alors, les pressions. Quelle couleur j'ai utilisé? Rouge. Donc faites attention. La pression hydrostatique intracapillaire. Si j'ai deux vecteurs comme ça, je l'ai dit hier, je sais que la rumeur c'est la force des étudiants, donc c'est parti. Ces deux vecteurs ont-ils le même sens ou la même direction? Même direction. Sens? Il y a de bons mathématiciens. Très bien. Donc, même direction, mais sens opposé. La force hydrostatique intracapillaire, son sens, c'est comme ça ou comme ça? Donc tu as fait comme ça. Là, mais c'est très bien. Si vous hésitez, c'est parce que vous n'avez pas compris. C'est la force qui fait que la filtration puisse se faire. Cette force, c'est la pression hydrostatique intracapillaire. La filtration se fait dans ce sens. Donc cette force, c'est ça. Bon, malheureusement, j'ai utilisé de la craie rouge. En alchimie, dans votre tête, dites-vous que le vert, c'est le rouge. Donc, c'est cette force que je dessine ici. Dans ce sens-là. D'accord? Alors, la force hydrostatique intracapsulaire, c'est dans la capsule de Bowman. Alors, c'est quoi cette force? Je vous explique. Hier, je l'ai fait, donc j'ai l'obligation de le faire. Et comme je n'ai de bol que cette boîte de craie, vous imaginez que là, vous avez un bol. Bon, d'accord. Qui au début est vide. Vous posez un tamis. Le tamis, c'est le glomérule de Malpighi. Vous suivez? Vous amenez maintenant de l'eau avec des grosses molécules, des petites molécules. Imaginez maintenant que c'est de la tomate njambo. D'accord? Vous comprenez? Que vous écrasez et que vous mettez sur le tamis. Vous mettez de l'eau pour filtrer. Le bol va se remplir d'eau. Le moment où vous mettez l'eau, plus la tomate écrasée, vous me suivez? C'est le moment de la filtration glomérulaire. C'est bon? Parce qu'en ce moment, il n'y avait presque rien ici, puisque nous avions uriné. C'est bon? Donc vous mettez ici l'eau avec de la tomate écrasée, vous ajoutez de l'eau pour filtrer, vous ajoutez de l'eau pour filtrer, le bol se remplit. Il arrivera au moment où le bol sera plein. On est d'accord? Si le bol est plein, est-ce que l'eau va continuer?
la force qu'exerce maintenant l'eau qui est dans le bol, c'est la pression hydrostatique intracapsulaire. C'est bon? Cette pression hydrostatique intracapsulaire, donc son sens, c'est comme ça. Ne me dessinez jamais cette force en partant du glomérule. C'est de la capsule. Pression hydrostatique intracapsulaire. C'est bon? Maintenant, la pression oncotique. J'ai pris l'exemple de la tomate parce que vous avez des pépins. D'accord? Les petits pépins peuvent passer si les mailles le permettent. Mais les pelures, les grosses choses, est-ce qu'elles vont passer? Et vous imaginez, elles ne passent pas, mais elles tapissent le tamis. Elles vont boucher petit à petit le tamis. De telle sorte que, même si vous mettez de l'eau, l'eau ne va plus passer parce que tout est bouché. Ces pépins-là exercent ce qu'on appelle la pression oncotique. C'est bon? Voilà. Donc cette pression oncotique qui est là, son sens aussi, c'est comme ça. Mais à partir d'où? De là ou de là? De l'intérieur. D'accord. Donc vous avez compris. Voilà la force protéino-osmotique qu'on appelle la pression oncotique. Alors, cette dernière phrase est d'une importance capitale. On suit. La valeur de la pression aortique, c'est cette phrase qui peut me permettre de faire le lien entre l'activité cardiaque et l'activité excrétrice. Jeune homme, tu dessines très bien. Tu dessines bien. Ouais. La valeur de la pression aortique étant à l'origine de la pression hydrostatique intracapillaire, toute modification de la première entraîne une modification de la seconde et aussi du débit de filtration glomérulaire. La valeur de la pression aortique étant à l'origine de la pression hydrostatique intracapillaire, toute modification de la première entraîne une modification de la seconde et aussi du débit de filtration glomérulaire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un individu qui est normal, je l'ai dit, je répète, c'est important pour moi, cet individu, si on considère que sa pression aortique, ce qu'on appelle la pression aortique, vous êtes en licence, vous ne devez plus faire d'amalgame. C'est la pression du sang à la sortie du cœur gauche. Lorsque ce sang-là est éjecté au niveau de l'aorte. D'accord? Et de quoi? Le cœur droit va éjecter aussi du sang où? Au niveau de l'artère pulmonaire. Cette pression, environ, c'est égal à 120 mm de mercure. L'individu est normal, n'a aucun problème. En ce moment, la pression hydrostatique intracapillaire est égale à 75 mm de mercure. Mais imaginez maintenant un individu qui a une hypotension. Je dis par exemple que sa pression aortique varie de 30%. J'ai dit hypotension et je dis que la pression aortique varie de 30%. Si on vous donne comme valeur de la pression aortique 120, mais vous devez pouvoir me trouver la valeur de la pression aortique de cet individu. 30%, une variation de 30%. Vous faites quoi? Bon, c'est une règle de 3 que vous allez poser. Et maintenant, vous allez retrouver la nouvelle pression. On est d'accord? Maintenant,
Qu'en sera-t-il de la pression hydrostatique intracapillaire? Ça va varier de... Attention, j'avais donné ça une fois. Oiseille. Ça veut dire que... Non. Oui, Jérôme. On calcule la variation. Où ça? Alors, il y a deux étapes. Je peux taire cette valeur. Et même si je tais cette valeur, vous devez pouvoir calculer la pression hydrostatique intracapillaire lorsque cet individu-là est hypotendu et lorsque sa pression aortique a diminué de 30%. Je vous laisse réfléchir. D'accord? Mais réfléchissez, c'est pas difficile du tout. Je peux tourner la question de mille façons, en vous donnant une longueur et en taisant ça, en vous disant que c'est 75, mais la variation est de 30%. Si je dis la variation est de 30%, en vous donnant 75, mais vous pouvez calculer la pression hydrostatique intracapillaire? Une variation. Comment vous... Oui, jeune homme, s'il vous plaît. Oui, c'est très bien. En ce moment, vous dites 75 correspond à 100%. Dans ce cas, 75 va correspondre à 100%. 30% va correspondre à X. X égale 75 multiplié par 30 divisé par 100. On est d'accord? 3 fois 75, 3 fois 15, 3 fois 7, 21, ça fait combien? 225. 225 divisé par 100 plus ça c'est 22,5. Alors la nouvelle pression, ça va être 75. On est d'accord? Moins 22,5. Ça vous donne combien? 52,5. Vous avez vu? Non, c'est 52, ouais, boy. Fini retenir le texte. C'est pas 53,5, 52,5. Pourquoi il faut le voir? Attends, non, je ne vais pas donner de calcul parce que non, je ne tourne même pas de ça. Moi, j'essaie de vous expliquer. Moi, je sais que c'est 52,5. Maintenant, je vous explique. Si vous avez ça, on est d'accord. Imaginez maintenant que le calcul, au lieu de donner 30, je donne 50. Vous retrouvez ici une valeur qui est inférieure à 40. Quelle est la conséquence? Il n'y aura plus de filtration. Maintenant, je peux donner ça. Vous trouvez une valeur, la filtration a diminué, mais il y a filtration. Comment cette filtration va être régulée? Ça, nous verrons ça tout de suite. C'est pour vous dire qu'il y a des liens. Il y a des années où je partais de l'activité cardiaque, de mon système nerveux jusqu'à... En ce moment-là, il n'y avait pas de tirage. Ce n'était pas le système LMD, c'était annuel. Donc, dès le début de mon cours, je vous ai dit, ce n'est pas des choses à parceriser, c'est des choses à comprendre. Et je ne vais pas vous sacrifier quand même, parce que, oui, ça? Non, si je dis la pression au niveau de l'aorte c'est 120, une variation de 30, en ce moment-là, vous posez la règle de 3, 120 égale 100%,
30% correspond à combien? Vous allez retrouver la pression de cet individu qui est hypotendu. Parce que tout dépend du terme que j'utilise. Si je dis hypotendu, ça va diminuer. Mais si j'avais dit que c'est hypertendu, vous devez rajouter cet écart-là à 120. Est-ce que c'est clair? Bon, on continue. La valeur de la pression. Parce que c'est un petit mot. Vous êtes déjà anxieux et l'anxiété va vous... Voilà, je ne veux pas de ça. Donc, pas de ça. D'accord? Alors, éclaircissez vos yeux, ne pleurez pas dans la salle. Et on y va ensemble. L'estimation de la filtration glomérulaire. L'évaluation de la fonction rénale repose sur la mesure du débit de filtration glomérulaire. Attention. L'évaluation de la fonction rénale. En d'autres termes, est-ce que nos reins fonctionnent correctement ou non? L'évaluation de la fonction rénale repose sur la mesure du débit de filtration glomérulaire. Cette filtration glomérulaire, son débit est noté grand R. Le débit de filtration glomérulaire, qui fait elle-même appel au concept de clairance rénale. Le concept de clairance rénale repose sur le fait que pour une substance ayant une concentration plasmatique stable, grand P, la quantité filtrée par le rein, c'est-à-dire le produit de la concentration grand P de cette substance, par le débit de filtration glomérulaire, grand P fois F, est égal à la quantité éliminée dans l'urine, c'est-à-dire le produit de la concentration urinaire grand U, de la substance en question et du débit urinaire V. Ceci d'après la loi de conservation des masses. Vous suivez? Dès qu'on met... Oui, jeune homme, tu veux une question, tu veux poser une question? Il y a filtrage en main, c'est fait. D'accord? C'est pourquoi on a laissé inférieur pour égal. D'accord? Voilà. Dès qu'on utilise le terme estimation, cela veut dire qu'on ne peut pas calculer cette valeur directement. C'est comme avec le débit cardiaque. Lorsqu'on estimait le débit cardiaque, on a utilisé une manière détournée qu'on appelle la méthode de Fick. C'est bon? Là aussi, on veut estimer cette valeur qu'est le débit de filtration glomérulaire grand S. Et on utilise aussi une équation en disant quoi? Et là, vous suivez. Nous tous, on est d'accord en chimie. Je vous en avais parlé que la quantité, c'est un débit que multiplie une concentration. C'est bon? F, c'est le débit de filtration glomérulaire. Le débit de filtration glomérulaire. Et quand on dit le débit de filtration glomérulaire, là j'ai besoin de vos cellules nerveuses. On filtre des substances. C'est-à-dire que dans ce sang-là, vous avez des substances qu'on filtre. Oui ou non? Donc le débit de filtration glomérulaire, c'est pour une substance donnée. C'est bon? Alors là, on prend l'exemple d'une substance qu'on va appeler X. Cette substance est dans le sang. Au niveau de l'artériole afférente, ça arrive au niveau du glomérule de Malpighi. Vous suivez? Cette substance-là va être filtrée et amenée dans l'urine primitive. Le débit
La force avec laquelle on filtre cette substance, c'est grand F. C'est le débit de filtration glomérulaire de cette substance. Est-ce que c'est bon? Cette substance maintenant avait une concentration ici, dans le sang, sa concentration plasmatique. Vous me suivez? La concentration plasmatique de cette substance, avant que cette substance ne soit filtrée, sa concentration plasmatique est nommée grand P. C'est bon? Donc si on a le débit de filtration glomérulaire, débit, que l'on multiplie par la concentration plasmatique, c'est-à-dire dans le sang, ça nous donne la quantité de cette substance. C'est bon? On avance. Égal. Cette même substance on la suit, passe dans la capsule de Bowman, passe au niveau des tubules. Peut-être qu'une partie de ces substances a été réabsorbée, on n'en sait rien. Peut-être qu'aussi cette substance a été fabriquée par les cellules tubulaires, rajoutée à ce qui a été filtré. Dans ce cas, ça augmente. On n'en sait rien. Mais en tout cas, on suit cette substance. On suit cette substance jusqu'à ce qu'elle termine son trajet. Le tube contourné proximal, lance de N, le tube contourné distal où elle subit des modifications. Ensuite, le tube collecteur, lorsque tout est fini, la fabrication de l'urine est terminée, le tube collecteur, on va là-bas et on regarde maintenant la concentration de cette substance. C'est urinaire, concentration de cette substance dans l'urine, c'est grand U. C'est ça, j'ai dit, la concentration urinaire. C'est bon? On dose la même substance qui, dans le plasma avec cette concentration, dans l'urine, on va doser cette substance, sa concentration urinaire, c'est grand U. Multiplié maintenant par le débit. D'accord? Le produit de la concentration urinaire en question et du débit urinaire. D'accord? Le débit urinaire. Donc U fois V. Pourquoi maintenant j'ai le droit, moi, d'écrire Fp égale U fois V? C'est une loi physique, c'est d'après la loi de conservation des masses. Pour expliquer cela, cette loi de conservation des masses de manière plus simple, je peux avoir un débit de filtration qui est égal à 4, multiplié par une concentration qui est égale à 8 dans le sang. On est d'accord? Ça me fait combien? 4 fois 8? Ça me fait 32. 32 peut être égal à 2 fois 16. C'est bon? Donc, la loi de conservation des masses. Et à partir de là, je peux déduire ce qui m'intéresse. C'est le débit de filtration glomérulaire qui est égal à UV sur V. Si vous voulez avoir une idée un peu de ce qu'est le débit et la quantité, prenez un morceau de sucre. Des gens qui se disent je ne prends pas beaucoup de sucre. Dans un verre, au petit déjeuner ou une tasse, ils mettent 3 morceaux de sucre. Buvez le café au lait, c'est très sucré. Quelqu'un passe leur dire c'est pas bon de prendre beaucoup de sucre. Donc au lieu de prendre une petite tasse, ils vont prendre maintenant un bol qui est comme ça. Ils rajoutent de l'eau, mettent du lait et tout, mais ils mettent encore 3 morceaux de sucre. Mais c'est toujours 3 morceaux de sucre. Là-bas, c'est plus concentré, la concentration. On est d'accord? Là, c'est moins concentré.
Donc si on veut calculer la quantité de sucre, c'est sa concentration que multiplie son débit. C'est ça la quantité. D'accord? Donc attention, si vous ne voulez pas beaucoup de sucre, n'en prenez pas beaucoup, mais ce n'est pas la peine d'augmenter le volume de votre petit déjeuner en disant je ne prends pas beaucoup de sucre. Parce qu'après, tout le sucre là, le revient au sang. Que ça soit sous forme concentrée ou sous forme diluée, ça revient au sang. Ça c'est surtout pour les diabétiques. Hein? Ils disent mettez un peu de sucre rec, et c'est du sucre rec. Il faut faire attention à ça. Maintenant, on suit. Pour une substance librement filtrée et complètement éliminée par le rein, la clairance, grand C, de ces substances, il y a une définition à retenir par cœur. La clairance C de ces substances, habituellement définie comme le volume de placement virtuellement épuré de cette substance par unité de temps, cette clairance est égale au débit de filtration glomérulaire. Donc nous avons trois cas possibles. Lorsque la clairance que j'ai définie est égale au débit de filtration glomérulaire, la conclusion, c'est que cette substance a été filtrée et passée dans les tubules jusqu'au tube collecteur et n'a subi aucune modification. Donc, la filtration glomérulaire en ce moment est égale à la clairance rénale. C'est bon? Librement filtré, totalement éliminé. C'est le premier cas. Le deuxième cas, lorsque la valeur de la clairance d'une substance est inférieure au débit de filtration glomérulaire, la valeur de la clairance fait inférieure au débit de filtration glomérulaire, je ne vais même pas lire le texte, on revient là-bas. La clairance est inférieure au débit de filtration. En d'autres termes, cette substance-là a été filtrée et passée dans les tubules. Et à la fin, ce qu'on retrouve de cette substance est inférieur à la filtration. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette substance? Cette substance a été réabsorbée. Et comme je l'ai dit hier, vous rajoutez partiellement. Parce que si elle est totalement réabsorbée, ce n'est pas le cas. D'accord? Donc vous dites que cette substance est partiellement réabsorbée. C'est dans le texte. Donc je lis. Lorsque la valeur de la clairance d'une substance est inférieure au débit de filtration glomérulaire, cela signifie que cette substance est partiellement réabsorbée par les cellules tubulaires rénales. D'accord? Généralement, les étudiants me disent, monsieur, j'ai trouvé. Je dis, mais vous n'avez pas mis partiellement. Et ça change tout. On ne met pas zéro, mais on ne met pas le maximum. Parce que ça change tout. Troisième possibilité, lorsque la clairance d'une substance est supérieure au débit de filtration glomérulaire. Lorsque la clairance d'une substance est supérieure au débit de filtration glomérulaire, en d'autres termes, cette substance a été filtrée, on a une certaine quantité, à la fin dans l'urine, on retrouve une quantité supérieure. Donc, quel est le mode d'élimination de cette substance? Cette substance a été sécrétée. Mais vous dites en plus de la filtration. C'est bon? Parce qu'il y a des substances qui sont sécrétées et qui n'ont pas été filtrées. Donc vous dites en plus de la filtration, cette substance a été sécrétée par les cellules tubulaires rénales. C'est bon?
Donc voilà les trois possibilités. La clairance rénale permet donc de préciser les modalités fonctionnelles du rein vis-à-vis d'une substance qu'il élimine et de connaître la part prise par les glomérules et les tubules dans cette élimination. En d'autres termes, vous allez voir le médecin, il vous prescrit des analyses, on vient, on prend une substance, on est forcément dans ces trois cas-là, et le médecin pourra savoir si cette substance est uniquement filtrée et n'a pas subi de retouche tubulaire. Vous suivez? C'est là la substance qui est filtrée et qui n'a pas subi de retouche. Retouche, c'est-à-dire augmenter ou diminuer. Donc le médecin saura que cette substance, voilà la manière dont elle est éliminée. Si on est dans ce cas-là, la clairance est inférieure à la filtration, le médecin saura que une partie de cette substance a été réabsorbée. Donc vos cellules tubulaires rénales ne sont pas malades et peuvent jouer leur rôle. Donc les tubules ne sont pas malades. Est-ce que c'est clair? Maintenant là, lorsque la clairance est supérieure, là aussi il va conclure que vos cellules ne sont pas malades et qu'elles peuvent aussi bien faire de la sécrétion que de l'excrétion. C'est bon? Et c'est pourquoi on a mis cette conclusion. La clairance permet donc de préciser les modalités fonctionnelles du rein vis-à-vis d'une substance qu'il élimine, c'est-à-dire que ce rein élimine, et de connaître la part prise par le glomérule, la filtration, et les tubes dans cette élimination. C'est bon? Maintenant, ça, c'était l'estimation de la filtration glomérulaire. On va lire cette partie qu'on appelle la mesure de la filtration glomérulaire. La filtration glomérulaire peut être mesurée par la clairance d'un marqueur endogène ou exogène, à condition que celui-ci, ce marqueur, remplisse les conditions suivantes. Marqueur inerte, filtré par le glomérule sans subir de retouche, et ayant une concentration plasmatique stable. L'inuline, ce n'est pas l'insuline. Inuline, attention. C'est un polyfructose, un sucre naturel atoxique qui n'est pas toxique. Et on vous donne ici son poids moléculaire. C'est le marqueur habituel de référence. La filtration glomérulaire mesurée par la clairance de l'inuline est de 130 plus ou moins 20. Entre parenthèses, c'est l'écart type. Standard deviation. L'erreur standard. Standard deviation, SD. C'est l'écart type par minute et pour 1,73 mètres carrés de surface corporelle. Ça veut dire, si on vous connaît votre surface corporelle, on vous dépose, on étale votre peau, on regarde le nombre de mètres carrés. C'est un individu moyen, c'est 1,73 mètres carrés. Notre peau là, on vous dépose et on étale. Et il fut des temps, oui, c'est... Ah ça, je n'en suis pas sûr. Là, je ne peux pas incriminer les Allemands. Je n'en suis pas sûr. Mais je sais qu'en Afrique, ça se faisait. Et vous n'avez pas vu les tambours avec de la peau humaine? Ça existe. Je ne veux pas parler maintenant des ethnies qui font ça. Mais bon. Des tambours avec une peau humaine. Mais il fut des temps, c'était comme ça. Vous pensez qu'on a toujours été civilisé? On n'est même pas encore civilisé. On porte des vestes et des robes, mais on n'est pas civilisé. La civilisation, c'est dans la tête et ce n'est pas une question d'habillement. D'accord? On dépecait les gens, on scalpait les gens. C'était une forme de bravoure. Scalper, c'est-à-dire tu prends la tête de l'individu, ses cheveux, et les Kédos avaient souvent des rastas. Tu prends les cheveux, tu fais passer une lame, scalpel, tu dépeces et tu as... C'est ça qu'on appelle... Vous ne lisez pas... Enfin, vous ne lisez rien.
C'est ça qui se faisait. Mais les guerres fratricides là, c'était entre villages, aussi bien chez toutes les ethnies, c'était ça. Vous pensez, même chez les Toubabs, c'était ça. C'était des guerres entre villages, on venait, on tuait tous les mecs, on ramassait toutes les femmes, et les enfants, on les amenait. C'est comme ça que ça se passait. Nos royaumes là, mais c'était comme ça. Le village de Yoff, la communauté Lébou, les Diop, celui qui l'a fondé, fait partie de la famille de Lat Dior. Lorsqu'il a été détrôné, c'est lui qui s'est, enfin, entre guillemets, échappé et qui est venu créer le village. Il était venu loger à Yoff. Et les Lat Dior là, chaque année, ils attendaient que les Lébou finissaient de cultiver. Les Lébou cultivaient avant d'aller à la mer, le mil. Et ils venaient, razzia, avec une armée, partant du Cayor, ils venaient tout prendre. Et c'est lorsque ce monsieur-là a été détrôné, il est venu vivre avec eux, c'est lui qui leur a donné la solution, en leur disant que si vous restez tout le temps dans le village qui est sur des hauteurs à Yoff, ils viendront tout le temps vous surprendre. Il faut descendre et les attendre dans un village ou bien un lieu où c'est en contrebas. Et c'est comme ça qu'ils sont partis à Thiaroye. Thiaroye, le nom, c'est pas Thiaroye, c'est Diarrey. C'est-à-dire les gens qui passent, on les tue. Et la prochaine fois, quand ils sont arrivés, mais c'est là où les Lébou les ont défaits. Et ils sont rentrés en disant il y a un intrus parmi eux parce qu'ils n'ont pas pu comprendre ça seuls. En fait, c'était leur Domoubaï qui avait aidé les Lébou. Et le mur des Lébou, pour garder tout ce qui est territoire, vous connaissez le centre commercial du champ de course là? Oui, mais quand même, vous connaissez le pont là, centre commercial du champ de course. Lorsque vous allez vers Pompier, la gare routière de Pompier, mais le mur des Lébou allait jusque là-bas. Il y avait un mur, une forteresse. Il faut connaître votre histoire. Il faut lire les écrits de Cheikh Anta Diop. Les Lébou ont eu la première république, et je ne plaisante pas, c'était une république avec des ministres, avec une assemblée, le Ndeye Djiré, et tout ça c'est écrit. Maintenant, vous ne connaissez ni votre histoire, ni votre passé, ni votre présent, alors que l'avenir est une illusion. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. De rechercher toutes les armes. Comme ça, s'il y a un demain, vous aurez des armes pour pouvoir affronter ce demain. Avoir la capacité intellectuelle et la force morale, la personnalité d'oublier le passé. La personnalité n'est-elle pas la contrepartie des humiliations vécues? Réfléchissez. Ce que vous avez emmagasiné, M. Sembène qui vous tarote, qui vous parle mal, votre parent qui vous donne une gifle devant les gens, vous subissez, vous avez mal, mais à partir de ces actes, vous fondez votre réaction. Comment je dois me comporter? C'est ça la personnalité de l'individu. C'est la contrepartie des humiliations vécues. Je continue. Chez environ 2/3 des individus, la filtration glomérulaire varie avec l'âge et diminue progressivement de 1 millilitre par minute et par année d'âge après 40 ans. Hier, après avoir lu ça, j'ai fait un lapsus en disant je suis foutu. Il y a des étudiants qui m'ont entendu. Comme j'ai plus de 40 ans, ça veut dire que chaque année, j'ai une insuffisance rénale qui s'installe. Il y a pas de ça, vous y arriverez. Mais c'est ça que je disais. La personnalité fait que tu peux être heureux à tout moment de ton existence. Quand tu appréhendes les choses en sachant qu'elles vont venir, mais pourquoi tu dois souffrir? Des choses sur lesquelles tu n'as pas d'emprise.
je vais mourir. Mais pourquoi je dois, je ne sais pas quoi, ça arrivera quand ça arrivera. Mais ça arrivera. Si quand vous rentrez dans un mariage, vous dites, je ne dois pas, je ne dois pas avoir de problème. Mais vous souffrirez parce qu'il y aura des problèmes. Mais mieux vaut vous dire qu'il y aura des problèmes. Et comme ça, quand ça arrivera, tu auras la force de les... Voilà, il y aura des problèmes. Mais ça doit être toujours... Les gens les plus malheureux dans la vie, ce sont les gens qui ne laissent pas la part du hasard dans le cours national de leur existence. Je me lève à 6h du matin, à 6h15 je mets mon jean, à 6h18 je fais ça. Il suffit que ça débloque d'un peu, tu es malheureux. La part du hasard dans votre existence. Bon, ceci signifie en pratique que chez le sujet âgé de 80 ans, on ne dit pas 80 ans, hein? La filtration glomérulaire est de 60 ml par minute en moyenne. Cette valeur est souvent considérée comme physiologique pour l'âge, mais doit être considérée comme une véritable insuffisance rénale, avec des conséquences classiques. Nécessité d'adapter la posologie des médicaments à élimination rénale. Précaution d'emploi liée à la grande susceptibilité à la néphrotoxicité. En d'autres termes, si vous avez chez vous des gens qui sont âgés, maman ou papa, ou grand frère, ça dépend, il faut vous occuper d'eux. Mais vous ne pouvez rien, inlassablement, ces gens-là sont en insuffisance rénale. Et souvent, on les laisse. Pas bi dafa bëri coow, mère bi dafa naqari deret. Mais pourquoi vous savez pourquoi ñu naqari deret? Parce que leur sang est toxique. Wolof lu mu wax dafa am solo naqari deret. Deret bu naqari. C'est parce que le sang est toxique. Parce qu'il y a une insuffisance rénale chez ces gens-là. L'excitation du système, ils deviennent nerveux tout de suite. Parce que ces cellules-là n'ont plus le sang normal. Avec la quantité de CO2 qu'il faut, la quantité d'oxygène, les nutriments, ça manque à cause de cette insuffisance rénale. Et c'est pourquoi, si vous faites attention, ces vieux ou ces vieilles, quand elles ne sont pas malades, ni diabète, ni prostate, vont rarement aux toilettes. Mais parce qu'il n'y a pas d'urine. Et comme elles veulent garder, si c'est chez les musulmans, leurs ablutions, ils ne boivent pas. Vous devez les inciter à boire à vos parents. Même s'ils ne boivent pas, vous venez, vous leur donnez de l'eau. Papa nanal, yaï nanal. Et vous essayez de leur expliquer les conséquences. Parce que c'est ça qui fait que, mais ils vont mourir vite. Il faut qu'ils boivent, même s'ils n'ont pas envie. C'est comme pour laver le sang et les reins. Imaginez quelqu'un qui n'urine pas. Les calculs rénals vont se poser, je vous l'ai appris au niveau de l'urétère et même de l'urètre. Donc il faut les inciter à prendre de l'eau. Si vous voulez réussir dans la vie, occupez-vous de vos parents. Billahi, je vous le dis, vous en faites, je ne sais pas quoi, vous allez rater votre vie. Rater votre vie ne veut pas dire ne pas avoir du travail. Il y a des gens qui ont du travail. L'union embarquée. En d'autres termes, avant la fin du mois, même s'ils touchent 1 million à 1 million 200, il suffit que le ministre ne paie pas jusqu'au 5, ils sont obligés d'emprunter. L'union embarquée. Il y a d'autres personnes qui, même avec 200 000 ou 300 000, ces gens-là parviennent à vivre de manière heureuse. C'est ça qu'on appelle parquet. Je ne sais pas le dire en français, c'est pourquoi je le dis en wolof.
Autre chose qui sévit maintenant dans nos familles. N'essayez pas, surtout vous les garçons et les filles maintenant, de prendre position entre votre père et votre mère. Ce n'est pas votre problème. Généralement, je dis, la maman, quand on sent l'étudiant qui arrive en 3e année, c'est devenu mon enfant, la maman. Ton père, ce qu'il m'a fait, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci. Mais si on ne lui a fait que du mal, comment l'enfant là est né? Il y a des papas qui sont des idiots, qui font énormément de bêtises. Mais vous, en tant que produit de cette union, même si vous écoutez votre maman qui vous dit j'ai souffert tel, vous lui dites yaay muñal, wax nga deug, nangam nangam, tu prends de l'argent, tu lui donnes. Les mamans elles aiment l'argent, tu lui donnes de l'argent. Son papa gagne, li mu def baaxul, waru ko won def. Et après tu vas voir ton père. Mais c'est comme ça. Mais tu ne lui parles pas de ta mère. Tu lui parles de ta relation avec lui. Et tu essaies lui aussi de le contenter. En sachant qu'il a souffert pour te nourrir. Qu'il s'est débattu jusqu'à perdre sa force pour te nourrir. Ne vous mêlez pas des problèmes de vos parents. Il y a toujours des problèmes chez les parents. Et vous, quand vous serez en couple, il y aura toujours des problèmes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ne pas avoir de problème dans la vie, dans l'existence. Il faut l'intégrer ou les intégrer si vous voulez réussir. La vie n'est pas un long fleuve qui coule comme ça. Préparez-vous moralement si vous voulez être solide et réussir. Vos parents, il y a deux types de personnes pour lesquelles vous ne devez pas avoir de honte en étant faible. C'est votre conjoint, votre femme ou votre mari. Il n'y a pas de faiblesse. Parce que dès lors que tu dis que je t'aime, tu es faible. Tu es faible. Tu ne peux rien. Vos parents, vous ne pouvez pas avoir de la hauteur. Vous devez rester faible vis-à-vis de ces gens-là. Faible. Je n'ai pas l'habitude, je vous dis la vérité. Ah, si vous finissez, allez dans ma voiture. J'ai mis mon sac, tout ce que je veux prendre. Après le cours, j'irai à Mbour voir mes parents. Je vais rester avec eux pendant 2 jours. Je donnerai à manger. Continuer. C'est bon. Merci. On va aborder sur cette partie, c'est ce qu'on va voir. On va aborder maintenant la régulation de la filtration glomérulaire. La filtration glomérulaire dépend de 2 types de facteurs, un facteur vasculaire et un facteur nerveux. Le facteur vasculaire est le facteur le plus important. Le flux sanguin rénal glomérulaire est constant grâce à l'adaptation de la vasomotricité des artérioles afférentes aux variations de la pression artérielle. L'artériole afférente est le site principal de résistance vasculaire
responsable de la chute de pression entre l'aorte et le glomérule. Ainsi, la pression capillaire reste sensiblement la même lorsque la pression artérielle varie entre deux limites précises, c'est-à-dire entre 80 et 160 mm de mercure. C'est important. C'est important parce que simplement, je vous ai dit que lorsque vous êtes en hypotension ou en hypertension, il y a forcément une régulation. Mais pour le rein, si vous vous rappelez très bien, je vous avais dit qu'au niveau du tube contourné proximal, ce tube va continuer. Vous avez l'anse de N, vous vous rappelez? Après l'anse de N, vous avez le tube contourné distal. Et je vous avais dit que ce tube contourné distal venait buter sur la capsule. En fait, c'est sur le glomérule. Ce schéma ne le représente pas. C'est pourquoi on va dessiner un autre schéma. Le fait que ce tube contourné distal bute sur le glomérule de Malpighi, c'est là où se crée un appareil qui permet en fait cette autorégulation qu'on appelle l'appareil juxtaglomérulaire. Pourquoi cela? Je vous ai dit, lorsque vous êtes en hypotension, votre tension va diminuer. Lorsque vous êtes en hypertension, la tension va augmenter. Mais pour les reins, si à chaque fois que la tension diminue un peu, on est en anurie, c'est-à-dire on n'a pas d'urine, si la tension augmente un peu, on urine beaucoup, cela ne peut pas se faire. C'est pourquoi à l'intérieur même du néphron, il y a un système régulateur. Les valeurs que je vous ai données, tant que cette tension-là ne descend pas en deçà de 80, suivez bien, parce que vous pouvez avoir un calcul, et maintenant ce calcul va vous donner une tension. Si la tension est inférieure à 80, il y a une façon de régler. Mais si la tension n'est pas inférieure à 80, cela vous dit que c'est cet appareil juxtaglomérulaire qui va régler le problème. C'est bon? En deçà de 80 mm de mercure. Tant que ce n'est pas en deçà, cet appareil va agir. Tant que ce n'est pas au-delà de 160, l'appareil là va agir. Est-ce que vous avez compris? Alors, cette autorégulation est effectuée aussi bien dans les reins dénervés que les reins ayant conservé leur nerf. En d'autres termes, cette régulation n'est pas d'origine nerveuse. Elle est d'origine musculaire. D'accord? La partie qui suit là, on la saute, il n'y a pas de problème. Et on va continuer à partir de... Il semblerait que la régulation du flux sanguin rénal a de telles pressions, vous situez dans le document, oui, c'est juste après, vous avez vu, j'ai remis 80 et 160 mm encore. Vous avez vu? Donc on commence juste après ça. Il semblerait que la régulation du flux sanguin rénal à de telles pressions soit d'origine musculaire, ceci par l'intermédiaire de l'apposition juxtaglomérulaire qui est responsable de l'élaboration de la rénine. L'apposition juxtaglomérulaire comporte deux éléments, le polkissène ou coussin polaire et la macula densa. On va détailler. Le polkissène. Les muscles lisses de la couche moyenne de l'artériole afférente qu'on appelle média cèdent graduellement la place à de grandes cellules épithéliales rondes polygonales au fur et à mesure que le vaisseau se rapproche des glomérules, formant ainsi un manchon cellulaire que l'on appelle le polkissène ou cellule juxtaglomérulaire. Ces cellules contiennent de nombreuses granulations qui sécrètent la rénine. Cette rénine a une action vasoconstrictrice et hypertensive qui est indirecte, on en avait parlé, et transforme la globuline sanguine alpha 2 en hypertensive. Mais d'accord? Je peux avoir le choix. Merci. Alors, une anse du tube contourné distal s'applique étroitement contre le polkissène. Merci. Les cellules de cette anse sont hautes, cylindriques, plutôt que cubiques, avec un noyau grand et proéminent. Cette anse est nommée la macula densa.
Cette macula densa agit comme un récepteur de Na. On peut schématiser le mécanisme d'action de la macula densa de la manière suivante. Lorsque la filtration glomérulaire s'élève en rapport avec l'élévation de la pression artérielle, cela aboutit à l'augmentation à travers du tube rénal et en même temps accroît la charge de Na au niveau de la macula densa, provoquant la libération de la rénine à partir du Pulcicel, de l'artériole afférente, de vasoconstriction de cette artériole et par conséquent réduction du taux de filtration glomérulaire. Je vais vous expliquer cela. On dessine ensemble Voici représenté le Pulcicel, la macula densa. J'ai décrit. Ça, c'est une complexification de l'artériole afférente avant qu'elle n'arrive à l'intérieur même de la capsule de Bowman. D'accord? Là, c'est le tube contourné distal. Vous avez vu qu'il vient buter sur le glomérule et va continuer son chemin pour aller vers le tube collecteur. Donc, cette partie-là, c'est ça. On a fait une coupe du tube contourné distal. Dans sa partie qui s'est complexifiée, toutes les cellules du tube contourné distal
n'ont pas cette fonction. C'est cette partie-là du tube contourné distal qui est venue buter sur le glomérule, qui s'est complexifié comme ça parce qu'ayant un rôle à jouer dans ce qu'on appelle cette autorégulation. D'accord? Et là, vous avez donc le pôle qui saigne. Comment maintenant les choses se passent? Si vous avez une minute pour que je vous explique. Je l'ai lu ici en vous disant que lorsque la filtration glomérulaire s'élève en rapport avec l'élévation de la pression artérielle, cela aboutit à l'augmentation à travers le tube rénal et en même temps accroît la charge de sodium au niveau de la macula densa, provoquant la libération de la rénine à partir du pôle qui saigne de l'artériole afférente. Alors, si vous voulez comprendre, les choses ne sont pas difficiles. Lorsque l'individu, encore une fois je le dis, est en hypertension, mais que cette hypertension ne dépasse pas quelle valeur, ceux qui ont suivi, 160, c'est 160 mm de mercure. Si cette hypertension ne dépasse pas 160 mm de mercure, hypertension, afflux de sang. S'il y a afflux de sang, le sang va venir avec force ici dans le glomérule. Et il y aura en ce moment-là une augmentation de la filtration glomérulaire. On est d'accord? Cette augmentation de la filtration glomérulaire va entraîner donc une augmentation de la quantité de sodium qui se trouve dans ce liquide. En temps normal, il y a une quantité normale. Lorsque maintenant la tension augmente, la filtration va augmenter et le taux de sodium, parmi tant d'autres substances, le taux de sodium va haut. Ce sodium-là va continuer son chemin, le tube contourné proximal, l'anse de N, le tube contourné distal, et arriver maintenant au lieu où le tube contourné distal bute sur le glomérule de Malpighi. Ce lieu, c'est ce qu'on appelle l'appareil juxtaglomérulaire. Qu'est-ce qui va se passer? Comme le taux de sodium est élevé, ces cellules-là du tube contourné distal vont absorber une grande quantité de sodium. Pour faire quoi? Pour libérer ce sodium dans les cellules du pôle qui saigne. Les cellules du pôle qui saigne vont se dire il y a problème puisque le taux de sodium que je recevais a beaucoup augmenté. En d'autres termes, il y a une hypertension. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, cellules du pôle qui saigne? Nous allons libérer la rénine. La rénine va fouiller dans le sang qui est ici, trouver l'alpha-2 globuline, qu'elle transforme en angiotensinogène, et ensuite conversion avec les ions sel-, ça donne de l'angiotensine. L'angiotensine, le plus puissant vasoconstricteur, va créer ici une vasoconstriction fermée ici pour que le sang n'afflue plus et le flux sanguin va diminuer. Je reprends. C'est parce que vous ne suiviez pas. Vous étiez en train d'écrire. Suivez là. Je reprends une dernière fois. La régulation. Je commence par une petite introduction. Quand on dit la régulation du flux sanguin rénal, de manière très bête, on peut dire la régulation de la fabrication de l'urine. Parce que le flux sanguin rénal, c'est ça qui entraîne la filtration glomérulaire. Vous me suivez? Donc, lorsque l'individu est normal avec ses constantes, cet individu a un flux sanguin normal. Mais imaginez un individu qui est en hypertension. Et là, j'ai précisé, en disant que cette hypertension ne doit pas dépasser 160. Parce que si ça dépasse 160, c'est la régulation générale avec les nerfs de Sion et de Irine qui vont régler le problème. Vous me suivez? Alors, cette hypertension construit parce qu'on a peur, parce qu'on a mal, rapidement, c'est pourquoi quand vous avez peur, vous avez envie de faire pipi. Mais parce qu'il y a une augmentation de la circulation, de la pression. Alors, donc si on a ça, qu'est-ce qui va se passer? Cet appareil va trouver la solution de réguler ce flux sanguin rénal. Comment? En faisant appel à la quantité de sodium. Parce que quand il y a une grande arrivée de sang, ça veut dire que la quantité de sodium qui est là filtrée
au niveau de la capsule de Bowman, cette quantité a augmenté. C'est ce sodium-là qui continue son chemin à travers le tube contourné proximal, ensuite l'anse de Haine, le tube contourné distal, et je vous ai dit que ce tube contourné distal, lorsque vous regardez encore le néphron, vous allez voir qu'à un certain moment, il revient buter sur le glomérule de Malpighi. Vous me suivez? Mais cette zone-là, où le tube contourné distal vient buter sur le glomérule de Malpighi, c'est ce qu'on appelle l'appareil juxtaglomérulaire, qui est composé du polkicène et de la macula densa. Quel est le rôle maintenant de cet appareil? Ce sodium qui est en surplus, lorsqu'il va arriver au niveau du tube contourné distal, il y a certaines cellules spécialisées que je vous ai décrites tout de suite. Ces cellules vont absorber du sodium, parce qu'il y en a beaucoup dans l'urine. Mais ce sodium qu'elles absorbent, c'est pour faire quoi? C'est pour les déverser ici au niveau des cellules du polkicène. Les cellules du polkicène se disent que si je reçois du sodium en grande quantité, c'est parce qu'il y a cette hypertension. Qu'est-ce que ces cellules-là vont faire? Elles vont déverser la rénine. Cette rénine-là, ici à l'intérieur, donc c'est une vasoconstriction localisée. Donc cette rénine va aller chercher dans ce sang l'alpha-2-globuline qui est transformée donc en angiotensinogène, et les ions Cl-, mais qui accompagnent toujours le sodium. Ces ions Cl- vont converser l'angiotensinogène en angiotensine. Et je vous avais dit que c'est le plus puissant vasoconstricteur. Son rôle ici, c'est de créer une vasoconstriction au niveau de l'artériole afférente pour fermer ce trou afin d'empêcher le sang d'arriver. Si le sang n'arrive pas, il n'y a pas beaucoup d'urine et c'est comme ça qu'on régule la filtration glomérulaire. Est-ce que vous avez compris? Le facteur nerveux, ce n'est pas important. Une fois que cette urine que nous avons suivie depuis le début, en vous parlant du mécanisme de filtration glomérulaire, le mécanisme de filtration glomérulaire a fait appel à trois forces. La pression hydrostatique intracapillaire, la pression hydrostatique intracapsulaire et la pression oncotique. On vous a expliqué les forces. Ensuite, l'estimation de la filtration glomérulaire à travers cette formule Fp égale UV, d'où F égale UV sur P. Ensuite, la mesure de la filtration glomérulaire, et nous avons parlé de la régulation de la filtration glomérulaire. L'urine est fabriquée. L'urine est fabriquée à ce niveau, elle est là. Après tout ce qu'on vient de dire, l'urine est là. Cette urine-là maintenant va descendre le long des tubules et subir des transformations. D'où ce titre-là, transformation tubulaire. D'accord? Dans cette transformation tubulaire, le rein joue un rôle central dans le maintien du volume et de la composition ionique des fluides de l'organisme, qu'on appelle homéostasie. Les modifications importantes du débit des urines et de leur composition traduisent les capacités du rein à s'adapter à une situation physiologique ou pathologique, quand il y a une maladie pathologique donnée. Alors, tout ce qui reste, vous sautez jusqu'à la régulation rénale de l'excrétion de l'eau. C'est des cadeaux. La régulation rénale de l'excrétion de l'eau. La capacité du rein à réguler l'excrétion d'eau, indépendamment de l'excrétion des solutés, permet de maintenir l'osmolalité des liquides de l'organisme dans d'étroites limites, malgré de larges variations d'apport d'eau. Le tube rénal est le site principal de régulation rénale de l'excrétion d'eau. La réabsorption d'eau se fait tout au long du néphron, liée à la diffusion passive d'eau le long d'un gradient de concentration vers une région d'osmolalité plus élevée. Cette réabsorption est en partie obligatoire et en partie facultative. En d'autres termes, il faut suivre là. Une fois que l'urine est fabriquée,
il y a beaucoup d'eau qui a été filtrée en même temps que des substances. Parce que les substances, quand elles sont filtrées, s'accompagnent d'eau. Mais cette eau-là, on ne doit pas la perdre. Si à chaque fois on perd toute l'eau qui est filtrée, le volume de notre sang va diminuer. Parce que l'urine qui est là, c'est du sang débarrassé des grosses molécules et des globules rouges. On est d'accord? Donc il faut que cette eau-là, une bonne partie de cette eau soit récupérée. Cette récupération, je vous ai dit, elle est en partie obligatoire et en partie facultative. Obligatoire, dès que l'urine arrive au niveau du tube contourné proximal, l'eau va être réabsorbée par ces cellules et déversée dans le sang pour que notre volume sanguin, qui est environ de 5,5 litres, puisse être constant. C'est bon? Alors, ce n'est pas toute l'eau qui est récupérée, mais par force, comme on dit, il y a une partie, environ 80%, qui est récupérée de l'eau. 100% filtrée, 80% récupérée par la réabsorption obligatoire. Elle se fait en dehors de toute considération quant aux besoins hydriques de l'organisme. Cette eau sert de solvant pour certaines substances telles que le sodium et le glucose. La réabsorption obligatoire est réalisée au niveau du tube contourné proximal et probablement au niveau de la partie ascendante de l'anse de Henle. Elle concerne environ 80% du volume hydrique. Maintenant, à côté de cette réabsorption obligatoire, il y a une réabsorption facultative. Elle est fonction du besoin hydrique de l'organisme et se fait au niveau du tube contourné distal et du tube collecteur. Cette réabsorption, comme elle est facultative, elle est sous le contrôle de deux hormones antagonistes. L'hormone diurétique cortico-surrénalienne. L'hormone diurétique cortico-surrénalienne. Je vous ai décrit les capsules surrénales en vous disant qu'elles sont constituées de la cortico-surrénale et de la médullo-surrénale. Donc les hormones dont je parle ici, cortico-surrénalienne, c'est cette partie-là, d'accord, à la surface de la glande des capsules surrénales. C'est bon? Maintenant, l'autre hormone qui s'oppose, c'est l'hormone post-hypophysaire. Ça provient de la post-hypophyse antidiurétique, c'est l'ADH. Antidiurétique hormone. Cette fraction variable d'eau réabsorbée sous le contrôle de l'ADH est le mécanisme principal de régulation de l'osmolalité des liquides de l'organisme. L'ADH est synthétisé par les cellules nerveuses de l'hypothalamus. L'ADH est synthétisé par les cellules nerveuses de l'hypothalamus et libéré par leur terminaison dans la post-hypophyse. Libéré dans le sang, l'hormone agit sur les reins en augmentant la rétention d'eau et en diminuant la diurèse. La production d'hormones antidiurétiques est régulée à partir d'osmorécepteurs sensibles à la pression osmotique située dans l'hypothalamus. Donc ici deux hormones. Une hormone qui va nous pousser à uriner, cortico-surrénalienne, et une hormone qui va nous empêcher d'uriner. Pour garder un volume, c'est l'ADH. Alors, la régulation du glucose, régulation du NaCl, la régulation de l'équilibre acide-base, la régulation du rein dans l'homéostasie, ça fait partie du cours de l'équilibre acide-base. D'accord? Je ne fais pas ça. On passe à la fonction endocrine. La fonction endocrine, s'il vous plaît, ce n'est pas la quintessence du cours. Ce qui est important, c'est la fonction exo-cadeau. Mixion et composition de l'urine. Je vous ai fait trop de cadeaux, hein? Non. On enlève du coup. Non. Il y a des années où je fais ça. Ça dépend. Ça fait partie du cours. Ça fait peur.
Mixtion et composition de l'urine. La mise en œuvre de l'ensemble des fonctions du rein aboutit à la formation de l'urine définitive. Lorsque le volume d'urine emmagasiné dans la vessie dépasse 250 ml, la pression intraviscérale augmente et le besoin de miction se fait sentir. Et se produit par contraction de la paroi de la vessie et le relâchement du sphincter viscéral. En d'autres termes, dès que vous avez des contractions, ça veut dire que vous avez envie de faire pipi. Contraction de la vessie, vous pouvez rester tranquille. Vous faites ce que vous avez à faire. Ensuite, deuxième contraction. À la troisième contraction, il faut aller aux toilettes. Parce qu'en ce moment-là, la pression est importante sur les viscères. Les viscères, c'est des sortes d'anneaux qui sont juste après la vessie. Vous me suivez? Après la vessie, vous avez l'urètre. Quand vous avez envie de faire pipi, c'est la vessie qui se contracte. Ces contractions-là, c'est pour relaxer cet anneau. C'est pourquoi si vous gardez l'urine pendant longtemps, ça va sointer de temps en temps. En une contraction, vous pouvez perdre un peu d'urine. Et je vous ai dit les conséquences. À force de faire ça, ce sphincter-là, c'est comme de l'élastique que tu étires tout le temps, ça va se relâcher. Et il suffit d'une petite contraction pour que ça s'ouvre. C'est l'incontinence urinaire. D'accord? Donc j'en avais parlé, il faut aller faire pipi quand vous en avez envie. Sauf le jour de l'examen. La miction est sous contrôle de deux systèmes antagonistes, le système parasympathique et le système sympathique. Le système parasympathique évacuateur, c'est-à-dire qui permet d'évacuer l'urine, comprend le nerf de Ehrhardt qui suit le trajet du nerf pelvien et commande d'une part la contraction de la vessie et d'autre part le relâchement du sphincter lisse. Il contrôle donc l'évacuation de l'urine. Il reçoit son innervation de la région sacrée, de la moelle épinière, la région sacrée, les vertèbres cervicales, les vertèbres dorsales, les vertèbres lombaires, ensuite les vertèbres sacrées. Là, le nerf, ce nerf qu'on appelle le nerf honteux, part de la région sacrée pour aller vers la vessie. Honteux, parce que si vous n'allez pas faire pipi, vous allez faire sur vos habits. Et comme c'est le nerf qui commande l'évacuation de l'urine, on lui donne le nom de nerf honteux. Le système sympathique est en partie assuré, le système sympathique qui sert assuré par le nerf hypogastrique, dont l'excitation produit le renforcement de la contraction du sphincter strié et le relâchement de la paroi de la vessie. Il favorise par conséquent la rétention de l'urine. Les différents centres de la miction sont situés au niveau de la zone protubérantielle et de la zone corticale. Les premiers sont sous le contrôle des seconds, puisque la miction peut être volontairement empêchée. Vous avez envie de faire pipi, vous décidez de ne pas y aller. Vous comprenez? Donc vous pouvez empêcher par la volonté d'aller faire pipi, mais comme je vous ai dit, jusqu'à un certain moment ou une certaine limite. Par ailleurs, la miction peut être favorisée par l'association de centres aboutissant à des réflexes conditionnés ayant pour origine la vue d'un urinoir ou le bruit d'un robinet qui coule. L'exemple le plus pertinent, vous les jeunes garçons, étant enfants, vous formez des groupes quand vous gambadez. Il suffit que l'un d'entre vous dise j'ai envie de faire pipi et tout le monde vient faire pipi. C'est un réflexe conditionné. D'accord? C'est un réflexe conditionné. Cette urine, l'urine humaine, est un liquide clair de couleur jaunâtre d'une odeur aromatique. Ça sent bon.
spécial. Avant, non, je n'ai pas dit, vous allez dans les toilettes où vous avez plusieurs urines, ça n'a pas été nettoyé, là ça sent mauvais. Et prenez un verre, urinez là-dessus. Et mettez les effluves au niveau de votre nez. Ça sent bon. Il faut tester ça, d'accord? Une odeur aromatique spéciale liée à la présence d'acides gras volatiles. Sa densité est de 1, son pH de 5,5. L'urine est acide. Vous savez pourquoi? Pour tuer les bactéries qui se trouvent au niveau de l'urètre. Dans les conditions normales chez un homme sain, la quantité d'urine produite par 24 heures se situe entre 1,2 et 1,5 litres, quoique cela dépend du régime et de la santé du sujet. Par exemple, la prise de diurétiques, certains aliments comme l'alcool. Donc vous comprenez avec moi pourquoi les soulards font tout le temps pipi dans nos habits. Parce que l'alcool favorise la diurèse. Les médicaments, il y a certains médicaments qui doivent forcément sortir, donc surtout les antibiotiques, ça vous pousse à aller aux toilettes. Par exemple, la prise de diurétique augmente le volume d'urine produite en augmentant la quantité d'eau éliminée, diminue la concentration de l'urée et par le fait même rend l'urine plus pâle. La composition chimique est variable en fonction des apports alimentaires et ces variations traduisent l'adaptation de l'excrétion urinaire au maintien de la constance du milieu intérieur. L'urine est très riche en eau, 950 grammes par litre d'urine, dans lequel sont dissoutes 20 grammes de substances minérales et 30 grammes constitués de substances organiques, dont 9 dixièmes de substances organiques azotées comme l'urée, l'acide ipurique et l'acide urique, et 1 dixième de substances organiques non azotées, comme les acides sulfo-conjugués, qui résultent de la combinaison de l'acide sulfurique avec les substances organiques issues de la putréfaction bactérienne.